Bonjour tout le monde, bienvenue à Transactions réussies, une série balado sur l'immobilier. Mon nom est Isabelle Racicot, je suis en compagnie de Georges Bardagy. Puis le but de la série, c'est de vous donner le plus d'informations possible, de démystifier certaines choses pour vous permettre de naviguer dans le marché de l'immobilier avec assurance et confiance et que vous soyez un premier acheteur ou un acheteur expérimenté ou encore un investisseur, on va vous permettre de faire vous aussi des transactions réussies. Georges, on va parler des différents types de copropriété. Je pense qu'il y en a deux, hein? Bien, principalement deux. Il y en a une autre qu'on voit très peu, là, mais je vais l'expliquer quand même. OK. Alors, la première, la plus populaire, mettons. Les condos, on est propriétaire à l'intérieur des murs puis on gère l'immeuble de façon commune. La copropriété indivise où on est, par exemple, 2 ou 3 propriétaires d'un immeuble au complet puis par convention, on décide qui habite où. Et là, il y a un seul compte de taxes, un seul rôle d'évaluation, une facture d'assurance, souvent une facture de chauffage qu'on se partage. On voit ça surtout dans les anciens triplex et duplex. Oui. Puis la dernière qu'on voit peu souvent, mais il y a quand même une quinzaine d'immeubles à Montréal, c'est de la société par action. La plus célèbre, c'est Habitat 67, par exemple. Oui! Alors, chez Habitat 67, c'est un immeuble qui a été construit, qui est très joli d'un point de vue architectural dans les années 67 pour l'Expo. Et là, c'est de la société par action. Donc, c'est une compagnie qui est propriétaire de l'immeuble, puis on achète des actions qui nous donnent le droit d'habiter dans une unité. Souvent, c'est 2, 3 cubes, là, comme on voit là-bas. Exactement. Alors ça, on a quelques exemples à Montréal d'immeubles comme ça, probablement une quinzaine. OK. Bon, maintenant, quand on parle de vivre en condo, on vit aussi beaucoup en collectivité, puis je pense que c'est souvent négligé. Fait qu'on peut peut-être parler de ce concept-là, là. Mais c'est comme une micro-société. Hein? Dans une société, Ouais. il y a toujours des gens qui ont plus de sous, qui veulent mettre des fleurs partout, puis dépenser, puis changer de tapis, puis redécorer sans arrêt. D'autres qui n'ont pas beaucoup de sous, qui sont un peu plus frileux. Alors là, il y a comme un syndicat des copropriétaires qui doit gérer les attentes de tous, être responsable, puis et donc de bien gérer la copropriété pour bien maintenir la valeur en capital de tous les propriétaires des condos de l'immeuble. Donc, c'est une espèce d'équilibre qu'on doit avoir lorsqu'on gère une copropriété. Mais oui, on est dans une micro-société, puis on doit encore plus respecter les voisins, les limites, etc. Puis je pense que dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais des fois, plus ou moins, là, il y a des histoires d'horreur, des fois en copropriété, qu'on voit de moins en moins, heureusement. OK, puis quand on dit condo, on dit tout le temps frais de condo. Fait qu'on peut-tu expliquer les frais de condo, ce que ça couvre puis ce que ça couvre pas? Ça dépend d'un immeuble à l'autre. C'est une bonne question, Isabelle, parce que les frais de condo, souvent les gens me disent, Georges, moi j'ai une maison, puis là, ça me coûte tant pour ma maison, taxes municipales, taxes scolaires, l'entretien, les assurances. Puis là, je m'en vais en condo. Puis des fois, ça coûte aussi quand même cher d'acheter un condo dans le même secteur. Souvent, c'est plus neuf que la maison que je quitte. Puis les frais de condo, c'est quoi? C'est la somme des dépenses communes de l'immeuble au complet, qu'on divise par quote-part selon la superficie habitable des occupants. Fait que je dis souvent, avec là, ils disent, mais les frais de condo sont bien trop chers. C'est souvent ça le commentaire que j'entends des gens. Souvent, moi aussi. Puis là, je leur dis, savez-vous quoi? J'ai dit, d'abord, il faut se méfier plus des immeubles en copropriété où les frais de condo sont pas assez élevés que trop élevés. Ça, c'est la première chose. OK. Mais deux, il faut maintenir le capital. Donc, je donne un exemple. Je dis, vous aviez une maison pendant 20 ans. Il dit oui. Il dit, c'était combien vos frais de condo? Je dis, je n'avais pas. Pas vrai. Si je décide, par exemple, qu'un toit va durer à peu près 20 ans. Oui. Fait que si le toit coûte 20 000 on peut penser qu'il faudrait mettre 1 000 de côté par année pendant 20 ans en copropriété pour éventuellement remplacer le toit sans être obligé de faire une sortie d'argent. Mais je dis, vous, dans votre maison, le toit, quand il était dû, vous sortiez un chèque de 20 000 pour le faisiez. Oui. Fait que si je prends toutes ces sommes-là que vous mettiez comme entretien, puis je les divise en frais de condo, c'est ça les frais de condo. La seule différence avec une maison, c'est que dans certains plus gros immeubles, il va y avoir des compagnies de gestion. Donc, on va avoir un frais d'administration pour administrer la copropriété. Okay. Ça serait peut-être la seule différence. Mais en même temps, c'est un bienfait. Là, tu n'es plus obligé de t'occuper, de surveiller puis d'engager tout ce monde-là. C'est fait par une compagnie professionnelle, donc ça vaut la peine. Une fois qu'on démystifie c'est quoi les frais de condo, on comprend dans le fond que c'est comme un mal nécessaire. C'est les frais d'entretien pour s'assurer qu'on maintienne la valeur de notre condo au travers des années. Mais là, tu as comme passé par-dessus ça très rapidement. Tu as dit, faites attention si les frais de condo ne sont pas très élevés. Oui. Ça veut-tu dire que c'est signe dans ce temps-là que l'immeuble est peut-être mal géré? En fait, c'est pas qu'il est mal géré. Je dirais qu'il est poliment, là, je dirais qu'il est géré à la bonne franquette.
on voit ça souvent dans les plus petites copropriétés. OK. La réunion de copropriété, on nomme mettons, c'est une copropriété de 6 logements, bien, on nomme un administrateur une fois par année qui change d'une fois à l'autre. On a une réunion dans une des cuisines des 6. Une fois par année, on sort le vin, on décide c'est quoi les dépenses qu'il y a à faire sur l'immeuble. On a des joints de briques cette année. Cette année, il faut qu'on améliore l'efficacité de la fournaise commune pour le chauffage. Puis là, on décide ça va être quoi les frais de condo, puis on les paye. Puis si jamais il y a quelque chose d'extraordinaire, on sort le chéquier, puis on couvre la différence. C'est ce qu'on appelle des droits de cotisation extraordinaires. Là. C'est des frais de condo uniques qu'on vote une fois de temps en temps. Donc, quand les frais de condo sont trop bas, ça veut dire que souvent, les copropriétaires ne mettent pas d'argent de côté de façon régulière pour prévoir les travaux à venir dans une copropriété. De sorte qu'on pourrait avoir des cotisations spéciales. Et là, ces fameuses cotisations spéciales-là, c'est très difficile. Alors, on est dans un immeuble de condo, tout va bien. Ça fait 2 ans qu'on a acheté. On est capable de payer les frais de condo, on a tout budgété. Notre marge de manœuvre est fine. Puis là, arrive une réparation exceptionnelle à faire, puis tout le monde doit faire un gros chèque. Et là, il y a des gens qui ne sont pas capables de payer. C'est arrivé à ma chum en condo, puis elle se disait, est-ce que je suis obligée? Je peux-tu refuser? Parce qu'on ne m'avait pas averti. Moi, je paye mes frais de condo, puis là, on m'arrive avec un gros montant. Tu peux-tu refuser? Tu ne peux pas refuser, malheureusement pas. C'est la majorité qui décide lors d'un vote. Mais souvent, tu sais, si par exemple, je ne sais pas moi, le toit est cool, on ne peut pas laisser un toit couler dans un immeuble de copropriété parce que les gens n'ont pas les moyens. Donc, souvent, la copropriété va avancer les sommes, puis ils vont essayer d'aller faire du recouvrement de la part des copropriétaires. Mais tu vois la problématique que ça a causé à ton ami. Oui. C'est important. Donc là, le gouvernement est venu changer ça avec la fameuse loi 16 qui est entrée en application l'an dernier. Oui. Puis, je ne sais pas si je te vole une question. Là. Non, mais vas-y. Justement, je voulais que tu en parles. Parce vas-y. Que la loi 16, dans le fond, c'est le gouvernement, il dit on va venir responsabiliser. Parce qu'il faut savoir que le grand boom des condos a eu lieu dans les années 2000-2010. Fait que là, 25 ans plus tard, sur une maison, mettons ta maison, tu l'as, puis pendant 25 ans, tu fais rien. Bien, à un moment donné, il va falloir que tu fasses de l'électricité, des fenêtres, le toit, la cuisine, la salle de bain, plomberie, électricité. Bienvenue dans la mon maçonnerie. monde. Bienvenue dans ton monde. Mais c'est pas différent d'un immeuble de copropriété. Mais que tous ces immeubles-là à Montréal qui ont été construits quand il y a eu le rush, le boom du condo, mais là, ils arrivent à une période où il faut l'entretenir, l'enveloppe du bâtiment. Et là, ça coûte de plus en plus cher depuis la pandémie, les frais des matériaux, la main-d'œuvre, tout est plus cher. Donc, le gouvernement est venu mettre une loi, comme on voit en Europe, en Ontario, puis beaucoup d'autres endroits où la copropriété est encore plus ancienne qu'au Québec. Parce que les premiers condos à Montréal, c'est les années 70. Là, c'est récent. C'est récent quand même. Quand on regarde l'historique, oui. En Europe, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. À Paris et en Belgique, ils sont beaucoup plus avancés, notamment en loi de copropriété. Tout ça pour dire que le gouvernement est venu puis il a dit, on va responsabiliser, on va obliger les syndicats des copropriétaires à, premièrement, assurer correctement l'immeuble, parce que ça, il y avait des lacunes. Des fois, les gens font des travaux, ils n'avertissent pas le syndicat des copropriétaires pour la rénovation de leur cuisine, salle de bain. Si jamais il y a un sinistre majeur comme un incendie, il faut que l'assurance puisse être capable de rembourser ces travaux-là. Ensuite, on va les obliger à faire venir des experts, souvent des ingénieurs, qui vont faire un plan d'entretien de l'immeuble au complet sur une période de 10 ans et plus pour prévoir quels seront les travaux. Là, normalement, dans 5 ans, la brique va être due. Dans 10 ans, ça va être le toit, puis ainsi de suite, les climatiseurs dans 12 ans. Et là, une fois qu'on sait ce qui s'en vient, on a fait une projection, ce qu'on appelle un carnet d'entretien. Là, on oblige les administrateurs à tout de suite mettre un plan pour avoir un fonds de prévoyance qui soit suffisant pour faire face aux obligations financières de la copropriété sur le long terme. Et ça, c'est revu tous les 5 ans, ce plan-là. Donc, ce que ça fait à court terme, ça crée une petite révolution présentement depuis l'an passé sur le marché des copropriétés, parce qu'il y a des immeubles qui sont déjà arrimés à la nouvelle loi, puis d'autres qui ne le sont pas. Fait que quand on magasine avec un achat, il dit, bien là, les frais de condo sont bien moins chers là. Je dis, oui, mais lui, l'immeuble est arrimé, donc les sommes prévues, ce qui est arrivé à ta chum, ne risque pas de se produire là. Puis là, ça risque de se produire encore parce qu'ils ne sont pas encore arrimés. Ils ont une période pour s'ajuster. Et on est dans cette période de transition-là présentement. Puis, corrige-moi si j'ai tort, mais on m'a souvent dit, quand tu décides d'aller en condo aussi, les frais de condo, c'est relatif par rapport au nombre de propriétaires ou copropriétaires dans l'édifice. Puis ça peut aussi changer. Fait qu'il faut que tu t'assures que ce soit un édifice où les gens vont toujours occuper une propriété. Mais en fait,
Il y a plusieurs sous-questions dans ce Ouais, que tu me mais dis là. tu me suis-tu? Il y a une chose qui est vraie, c'est que c'est sûr que si tu engages un gestionnaire ou une compagnie de gestion pour gérer toute l'administration de la copropriété, puis que tu es 100 propriétaires pour payer la facture versus 20, mais normalement, tes frais de condo vont être moins élevés. Oui. Fait que c'est ça, disons qu'il y a une économie d'échelle à avoir ça. Par exemple, dans les immeubles où il y a un gardien de sécurité, bien, ça, c'est un salaire sur souvent 3 chiffres qu'on appelle, là, tu sais, Oui. comme... Alors, donc, il y a le jour, il y a le soir et il y a la nuit. Bien, s'il y a 100 copropriétaires pour payer le même salaire de cet individu-là versus 30, forcément, la facture va être moins élevée. Oui. Ça, je pense que c'est vrai, on le voit. Mais il y a beaucoup d'avantages à la copropriété. C'est pour ça que c'est aussi populaire. On a plus que 35 de la population où les ménages vivent, donc c'est des gens qui vivent seuls. Fait que là, il y a des avantages au point de vue de la gestion. Tu sais, Isabelle, les gens, ils viennent me voir pour vendre leur propriété dans Montréal, leur maison unifamiliale. On appelle ça des empty nesters. Les enfants ont quitté le nid familial. C'est Tu me regardes en disant ça, non, ça devrait m'arriver. T'es pas rendu là. prochainement. Puis, des fois, ils peuvent rester plus longtemps que prévu. Mais c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Mais ça pour dire que les empty nesters m'appellent, puis ils me disent, Georges, ils veulent vendre la propriété, mais souvent, c'est pas une question financière. C'est pas parce qu'ils sont plus capables de payer la maison. La maison, souvent, est payée. Oui. Ils ont accumulé une bonne équité. Ils sont tannés de l'entretien. Oui. Là, j'ai besoin d'un couvreur, j'ai besoin d'un paysagiste. Faut que je surveille ça. Quand je veux voyager, puis là, je pars, puis là, j'ai toujours quelque chose à surveiller. Il faut que j'envoie quelqu'un surveiller la maison. Et ça, c'est le plus gros avantage de la copropriété. On met la clé dans la porte, on s'en va en voyage, on revient, on débarre la porte, tout est pareil. Et ça, c'est d'avoir moins de soucis d'entretien, de maintenance. Puis oui, on fait un chèque pour payer les frais de copropriété, mais ça le vaut. Puis ça, je pense que ça a sa valeur pour ces gens-là. C'est pour ça que c'est aussi populaire. OK, on va parler de vendre. On a déjà parlé dans un épisode précédent de comment bien vendre sa maison. Là, on va parler de vendre son condo. Est-ce que c'est plus facile de vendre un condo qu'une maison? Bonne question. Réponse facile, non. C'est pas plus C'est pas facile. plus facile. Au contraire. Oui, hein? Ouais. Une maison, c'est beaucoup plus simple. Remplir la déclaration du vendeur, on a un client, une maison, on s'assoit, on remplit. Oui. Dans une copropriété, il y a plein de sujets vastes, il y a beaucoup de documentation. Il faut regarder les états financiers de la copropriété. Il faut regarder les procès-verbaux des dernières réunions de copropriété pour savoir est-ce qu'il y a des litiges dans cette copropriété-là. Oui. Est-ce qu'on poursuit le développeur pour un vice quelconque? On doit lire, bien sûr, la fameuse attestation que le syndicat des copropriétaires doit maintenant remettre dans les 15 jours dans chaque transaction immobilière. On est obligé d'avoir ce document-là, on appelle l'attestation. Et là-dedans, il y a tout ce qu'on a parlé un peu plus tôt. En termes de carnet d'entretien, fonds de prévoyance, etc. Fait qu'il y a beaucoup de documentation. Il faut savoir, il est où le locker, le numéro du garage, vérifier les superficies, la fameuse superficie. Souvent, là, c'est un problème. Les développeurs vendent un condo sur plan avec une superficie brute. Fait que, par exemple, achète 1800 pieds carrés, puis là, tu arrives à la livraison, puis le notaire te montre le certificat de localisation, puis là, finalement, il y a 1642. Puis il dit, bien, ils sont passés où, mes pieds carrés? C'est parce qu'entre la superficie brute et la superficie nette, sur le certificat de localisation, on enlève, par exemple, les murs porteurs, les colonnes de soutien, les couleurs. Alors, ça vient grignoter un 5 à 10 de la superficie, et ça fait souvent une source de litige. Fait qu'il faut dire à un acheteur, c'est notre rôle comme courtier de dire à un acheteur qui achète un condo neuf ou qui a acheté un condo neuf puis qui le revend pour la première fois, que la superficie qu'ils ont achetée sur plan, c'est pas ce qu'on vend présentement. Puis quand on fait l'évaluation des comparables vendus, il faut en tenir compte. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter la valeur d'un condo. L'orientation du soleil, plus c'est haut, plus on a une vue. Est-ce qu'il y a une terrasse, le nombre de garages, le nombre de lockers. Ça vaut cher des lockers. Les gens ont beaucoup de choses à entreposer quand ils quittent leur maison puis ils s'en vont en condo. Fait que c'est très précieux d'avoir de l'espace de rangement en copropriété. Puis plus c'est neuf, plus c'est au goût du jour. Souvent, dans les copropriétés, aujourd'hui, les plafonds ont un minimum de 9 pieds de haut. Fait que quand il y a des copropriétés qui sont un peu plus anciennes de construction avant les années 2000, bien, la hauteur des plafonds est restreinte. Tout ça, ça vient toucher la valeur de la copropriété. Mais le plus important, c'est comment cet immeuble est bien administré ou pas. Fait que toi, quand tu décides de vendre un condo, tu mises sur l'espace de garage, sur les lockers,
Oui. Puis sur la hauteur, à quel niveau se trouve le condo? En fait, C'est souvent comme dans un les petit- tours, tu sais, tu fais un on top augmente 3, le prix là. par étage. Tu sais, souvent, Ouais. on voyait ça au sanctuaire. Oui. M. Lépine a été un des Oui. pionniers à Montréal en construisant le sanctuaire du Mont-Royal. Oui. C'est 7 tours qu'on voit là, en plein centre, Oui. là, proche du Mont-Royal. Et à chaque étage, c'est un petit peu plus cher. OK? Fait que la vue, normalement, est un peu meilleure à chaque étage. Puis il y a des condos, des fois aussi, au rez-de-chaussée, qui ont des terrains. Oui, Donc, ils ont des terrasses. des terrasses. Puis Oui. ceux qui ont des chiens, ben, sont contents Oui. d'avoir la terrasse puis d'avoir de l'espace au sol. Il y en a qui aiment ça faire du barbecue. Il y en a qui tu as le droit de faire des barbecues sur ces terrasses, d'autres, tu n'as pas le droit. Mais souvent, le plus important, je dirais, en copropriété, c'est la superficie habitable et l'orientation par rapport au soleil. C'est sûr que je dirais que J'aurais pas pensé à ça, Georges, en condo. Pourquoi ça a une valeur encore plus grande? Parce qu'en copropriété, bien, on voit seulement dans une direction. Dans une maison, tu peux aller en avant de la maison, en arrière de la maison, sur le côté. Oui. Dans une copropriété, ça se peut qu'il y ait un appartement de l'autre côté, fait que tu peux pas aller chez le voisin voir le soleil du matin si toi, tu as le soleil de fin de journée. Oui. Alors donc, ceux qui, je dirais que en général, 6 à 7 acheteurs sur 10 vont préférer l'orientation sud-ouest, où là, on a plus d'heures d'ensoleillement en après-midi puis en fin de journée. Alors ça, c'est des petits facteurs. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté, il ne vaut rien. Il y a des gens qui aiment bien ça. Il y en a qui détestent la chaleur puis l'été, d'avoir le soleil qui plombe en plein milieu de journée. Donc, ils vont préférer ce côté-là. Mais tout ça, c'est des petites subtilités qui vont venir affecter la valeur de la copropriété. Puis, on voit que c'est des modes. Le condo se démode plus rapidement que beaucoup d'autres produits immobiliers parce que on fait un look qui est contemporain, les gens tombent en amour, puis là, quelques années plus tard, c'est plus les planchers foncés, c'est les planchers clairs. Ouais. C'est plus des comptoirs Blanc, c'est des comptoirs noirs. Exactement, on voit ça. Fait que, tu sais, ça bouge beaucoup en copropriété, donc on essaie d'avoir... Tu sais, avant, on faisait beaucoup de divisions dans les condos. Monsieur Lépine, la cuisine était fermée de type laboratoire. Maintenant, ceux qui achètent ces unités-là, les ouvrent le mur pour unir la... Alors donc, ça évolue beaucoup, beaucoup dans le temps au niveau de la copropriété. Derrière chaque transaction réussie, il y a une stratégie. Mon rôle est d'aider mes clients à prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour un service clé en main, compétent, intègre et bienveillant, rendez-vous sur bardagie.com. Vous avez un projet immobilier en tête? À la Banque Nationale, que ce soit pour l'achat d'une propriété, un refinancement ou un renouvellement hypothécaire, nos experts et expertes en financement résidentiel vous accompagnent à chaque étape. Découvrez-en plus en visitant le bnc.ca/maison. OK, bien, parlons d'acheter un condo. Oui. Est-ce que c'est mieux d'acheter un condo neuf ou usagé, selon toi? Bien, c'est une bonne question. Je te remercie. Il y a des bons deals des deux côtés. Je dirais que le neuf va être plus contemporain au goût de jour. Fait que ça, on ne veut pas se casser la tête à faire des travaux de rénovation ou d'aménagement. Mais des fois, les condos plus anciens sont mieux situés dans des localisations qui sont plus désirables. Et là, ça vaut peut-être la peine de les acheter à bon prix, de faire des travaux, puis de les rénover. Fait que là, on aurait le meilleur des deux mondes. On aurait quelque chose de très rénové, neuf, avec une localisation extraordinaire. Fait que dans les deux cas, il y a des belles perles à dénicher, des perles rares à trouver. C'est sûr que, comme je disais tantôt, dans les condos un peu plus anciens, les normes de construction, on voyait des plafonds un petit peu plus bas. Je pense pas que ça va revenir, là, la mode au plafond plus bas. Je pense que les gens aiment ça avoir des plafonds plus hauts. Fait que ça, c'est comme un petit compromis qu'on doit faire. Par contre, les adresses où elles sont situées, ces immeubles où sont situés ces immeubles de copropriété-là, c'est génial. On peut faire plein de trucs à pied. Puis les gens adorent ça. On est près des parcs. Souvent, on a vraiment des belles localisations. Les premiers immeubles de condos étaient mieux situés. Dans les épisodes antérieurs, tu nous as expliqué quoi surveiller quand tu achètes une maison. Là, là, qu'est-ce que tu nous suggères de regarder quand on achète un condo? Là, les documents à analyser. Là. La déclaration de copropriété. Si, mettons, on a un animal. On a-tu droit au chien, au chat? Comment c'est? La plupart des immeubles de copropriété, forcément, acceptent les animaux domestiques en autant que ce ne soit pas une nuisance. Est-ce qu'on a le droit de faire du barbecue sur la terrasse? Quels sont les immeubles dans un immeuble? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a un gym? C'est quoi les règles d'utilisation? Il y a une salle commune souvent pour faire des parties. On peut continuer à faire des parties même en condo ou des réunions familiales. C'est quoi les règles d'utilisation? Donc, il y a la déclaration de copropriété qui traite beaucoup de l'aspect légal, des superficies, des codes-parts, des assurances, de l'administration, puis aussi tout un livre de règlements sur l'immeuble. Et là, il faut regarder ça. Il faut regarder les procès-verbaux, les états financiers, l'attestation, pour s'assurer que ce copropriété-là est bien géré, tout est bien documenté, ils savent où ils s'en vont, puis
Puis oui, ça coûte, mais c'est de la qualité, puis mon capital devrait être bien investi dans cet immeuble-là pour plusieurs années. C'est ça qu'on doit regarder quand on achète un condo. Après, il faut regarder aussi, comme n'importe quelle maison, comme n'importe quel achat immobilier, il faut regarder les comparables vendus dans l'immeuble, comment ils étaient orientés, est-ce qu'ils étaient rénovés, pas rénovés. Sont-ils en haut ou en bas de moi? Sont-ils en haut, en bas de moi? Est-ce que l'immeuble est isolé? Alors, dans les anciens condos, comme dans le plateau, dans le Vieux-Montréal, on a des immeubles en structure bois-brique. Forcément, il y a des plafonds qui ont été isolés, insonorisés, devrais-je dire, mais ça reste une structure bois-brique, donc on va entendre des basses fréquences. D'autres, c'est en béton, où là, c'est comme bien insonorisé. Alors, donc, ça, c'est tous des éléments. Mais ça, en regardant les réunions de copropriété, on peut voir s'il y a des copropriétaires qui se sont plaints du bruit ou quelque chose, entre autres. Puis, on peut aussi avoir, comme acheteur, une conversation avec l'administrateur. Hey, moi, j'aimerais ça parler à l'administrateur de la copropriété, soit le président du syndicat lorsque c'est une petite copropriété puis il n'y a pas de compagnie de gestion, ou la compagnie de gestion qui est chargée pour poser des questions, comment ça fonctionne, s'informer du fonctionnement, comment ça marche le déneigement. Des fois, j'ai ma fille qui vient me visiter de Toronto. Est-ce qu'il y a un stationnement prévu pour elle, pour les visiteurs? Alors, donc, tous les règlements, comment ça se fonctionne la vie. Puis, un autre bon conseil, c'est si vous êtes capable de demander au courtier qui vous représente, tu connais-tu un ou deux de tes anciens clients qui a acheté, là, j'aimerais peut-être ça, avoir des références. Comment c'est de vivre dans cet immeuble-là? Qu'est-ce que je dois faire attention? Puis moi, je trouve que ça, c'est précieux comme information parce que souvent, eux, ils vont vous dire qu'ils n'ont rien à cacher. Ils vont être capables de vous dire exactement c'est quoi vivre dans cet immeuble-là. On a-tu le droit de demander s'il y a eu des conflits entre copropriétaires? C'est documenté, bien sûr. Ça, c'est documenté. Oui. En fait, s'il y a une poursuite, on peut le voir au plumitif, on peut le voir donc au bureau, tu sais, comme des fois, au palais. C'est pas donné à tout le monde, mais on peut le voir s'il y a des... par exemple, le développeur n'aurait pas payé un sous-traitant, on va voir dans l'index aux immeubles s'il y a un privilège. Ça, on a accès à ça, nous autres, comme courtiers. Mais je dirais que, règle générale, c'est dans le procès verbal. S'il y a une poursuite, puis dans la déclaration du vendeur, fait qu'il ne faut pas oublier que la personne qui vend le condo doit remplir une déclaration du vendeur, qui est assez exhaustive. Hein? C'est plusieurs pages avec beaucoup de questions. On va dire, déjà en partant, il y a plein d'informations là pour pouvoir faire un achat en toute connaissance de cause. OK, mais c'est une chose quand tu te rends en cours, parce que là, ça a dégénéré entre voisins. Mais tu peux avoir des copropriétaires qui sont juste très désagréables ou difficiles, puis ça ne se rend pas nécessairement en cours. Fait que tu peux-tu aller demander, de rencontrer ceux qui restent là? Tu comprends? Bien, c'est là, sûr tu me trouves exagéré? Oui, là, c'est comme un peu pousser l'enveloppe. Okay, parce que, tu sais, la responsabilité du vendeur, c'est de dire c'est quoi l'état de la copropriété, voici la gestion. Okay. Mais la plupart de ces comportements-là, s'il y en a, on va le voir dans les procès-verbaux des réunions de copropriété. Quand on achète neuf sur papier, tu nous l'as dit tantôt, des fois, il faut regarder le pied carré brut, mais y a-t-il d'autres choses qu'on devrait surveiller? Mais c'est un peu la même chose. Dans le fond, on va... Souvent, lorsque c'est sur plan, on achète sur plan, c'est difficile, il faudrait essayer d'imaginer la vue. Donc, souvent, les développeurs qui ont des moyens dans un plus grand projet vont prendre des drones pour montrer, mais la vue au 6e étage, ça va ressembler à ça. Fait que ça, c'est vraiment pratique de savoir, ça va être quoi l'orientation. Moi, je me souviens que quand j'ai acheté un condo neuf, la dernière fois, je suis monté à l'étage de l'ancien bâtiment qui allait démolir. Puis là, je suis monté à l'étage qui correspondait à la même hauteur. Puis là, quand j'ai pris possession, c'était exactement la même vue. Fait que j'étais super content d'avoir fait cette vérification-là. Ensuite, il faut regarder c'est quoi les matériaux parce que souvent, les promoteurs, pour économiser, ils vont donner 2-3 choix de cuisine, de matériaux ou de salle de bain. Il faut être certain que... de regarder est-ce que ça va me convenir parce que la plupart des gens essaient d'améliorer leur condo, surtout plus on va dans des condos luxueux, plus les propriétaires essaient d'aménager ou de personnaliser ça. Fait qu'il y a des sommes en plus d'acquisition à prévoir pour le designer, puis pour l'ébénisterie, si on veut améliorer la cuisine, si on veut un plus grand frigo que ce qui est prévu, si on veut des tiroirs réfrigérants dans l'îlot, des choses qu'on peut voir aujourd'hui. Moi, j'ai transformé une 3e chambre en bureau. Fait qu'il fallait prévoir un budget pour faire des meubles encastrés qui vont... Alors, donc, c'est tous des extras qui vont s'ajouter à la facture. Donc, oui, il y a le prix d'acquisition sur plan, mais il y a d'autres sommes qui vont être investies. Puis c'est souvent, je dirais, entre 5 et 10 % de plus que le prix d'acquisition. Ça, c'est dans le neuf, ce que j'observe en général. Puis plus on va dans le cossu, plus on va dans les penthouses, quand on va dans les propriétés,
plus c'est élevé, plus on va dans des condos abordables, puis moins les gens vont avoir tendance à mettre des extras dès le départ. OK. Est-ce que tu trouves que c'est un bon investissement, un condo? Mais c'est une bonne question. Tu me poses des bonnes questions, hein, comme Hey, je toujours. te remercie, Georges! Est-ce que c'est un bon investissement? Les condos qui sont très bien situés, comme une maison, et qui sont rares, par exemple, Oui. dans des quartiers plus anciens de Montréal, où il est très difficile de trouver du terrain pour construire de nouveaux condos, ces condos-là s'apprécient énormément. Dans des endroits un peu plus où le zonage permet des grandes tours, comme dans le centre-ville de Montréal. Présentement, s'il y avait des bonnes affaires à faire à Montréal, c'est acheter des condos dans le centre-ville de Montréal. Ils ont coûté très cher aux promoteurs à construire. C'est souvent, à cause de ça, c'était des superficies un petit peu plus petites. Et comme les acheteurs étrangers n'ont pas le droit d'acheter au Canada de l'immobilier dans les centres urbains, on se trouve avec un manque de demande pour ces produits-là, puis aussi avec le télétravail qui a éloigné certains travailleurs du centre-ville. Donc, s'il y avait un marché qui est un petit peu plus en faveur des acheteurs en copropriété, c'est bien le centre-ville. Puis là, il n'y a rien qui empêche dans quelques mois ou dans quelques années de construire une nouvelle tour un peu plus à la mode avec des nouvelles tendances condos qui pourraient drainer une partie des acheteurs. Donc, je dirais que, par contre, dans d'autres secteurs de la ville, par exemple dans Rosemont, dans le Plateau, même dans Annecy, Outremont, Ville, il y a de la demande, puis il n'y a plus de temps de terrain pour construire. Fait que ceux-là continuent de s'apprécier. On parle de M. Lépine, qui est un des pionniers de la construction, mais le sanctuaire du Mont-Royal s'est construit dans les années 80. Oui, je m'en souviens. Et là, tu sais, c'est comme... J'étais tout petite, OK? Je veux juste préciser, là, j'étais comme quasiment un bébé. C'était comme des pyramides, tu sais, on voyait ça, tu sais. Puis moi aussi, j'étais petit. Mais là, j'étais obligé de vous dire que ça se renouvelle bien, le sanctuaire du Mont-Royal. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui habitent là longtemps, ils passent ça à des plus jeunes, ils rénovent. Puis comme c'est très bien situé, très bien localisé, ça continue à prendre la valeur dans le temps. Donc, en condo ou en maison, la localisation, c'est primordial. Parfait. Si je te demande, on arrive déjà à la fin de cet épisode, si je te demande de résumer les points les plus importants, ce que tu veux qu'on retienne de la copropriété? Bien, que c'est un produit adapté aux gens qui sont de plus en plus seuls ou des couples qui quittent leur maison, donc des pré-retraités. C'est un produit qui est adapté aussi aux étrangers. Comme il n'y en a pas beaucoup présentement, il y a des bonnes possibilités d'achat. C'est adapté aux premiers acheteurs. Moi, mes deux filles ont acheté un condo en premier parce que c'est ce qu'ils pouvaient se permettre avec leurs revenus. Donc, je pense que c'est bien adapté, puis on peut faire un bon bout de chemin en condo lorsqu'on est jeune. Puis c'est le fun parce qu'on vit une vie de quartier, on va à pied faire plein de trucs. Fait que ça, je pense que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Là, j'entends le père qui veut passer des messages à ses filles. Non, mais c'est bon. Puis Okay, éventuellement, ils vont peut-être s'acheter un plex ou une maison. On verra bien. OK. Puis quatrièmement, ce qu'on doit savoir, c'est que pour faire un bon achat, il y a une nouvelle loi qui est la loi 16. Il y a beaucoup de documents à vérifier. Vous avez plein de chances d'avoir une meilleure gestion dans le futur. Fait qu'aujourd'hui, là, la loi 16, il y a beaucoup de gens qui grincent les dents parce que ça fait augmenter les frais de condo. Mais je pense qu'à court terme, c'est difficile. À long terme, ça va être bénéfique. Ça veut dire qu'on va avoir moins de ces fameuses cotisations spéciales qui sont désagréables. Ça, c'est les 4 points, je pense, que je retiendrai. Super. Moi, j'ai envie de dire, si vous connaissez quelqu'un qui pense s'en aller en condo, envoyez-leur cet épisode-là parce que c'était rempli de super bons outils. Merci, Georges. Puis le prochain épisode, on va parler d'argent. Pas comment faire, mais comment financer. On n'a pas le choix. Ah oui, c'est sûr. Il faut le payer, le rêve, hein? Ce balado est une production de Cogeco Média. Merci à nos partenaires Agence immobilière Bardagie et Banque Nationale.